Bonsoir, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur les réseaux sociaux, bienvenue sur ce plateau de Point Culture pour ce 4e débat déjà organisé dans le cadre de nosfuturs.net. Alors qu'est-ce que c'est nosfuturs.net? Une idée qui est née au CVB, Centre Vidéo de Bruxelles, et qui a pour ambition de proposer des récits qui nous projettent dans l'avenir tout en restant bien ancrés dans le sol, des récits qui proposent de mieux appréhender dans une multitude de visions et de formats les possibles futurs, non pas donc dépeindre un monde meilleur qui ne viendra sans doute jamais, mais plutôt effectivement se retrousser les manches. Alors, centré sur une première thématique transversale, intitulée Le travail qui vient, nosfuturs.net fonctionne donc comme un archipel de contenus déployés autour d'un documentaire d'auteur, le documentaire de Pauline Beny, intitulé Shift, que vous pouvez donc voir sur cette plateforme nosfuturs.net, mais aussi au bonheur, bientôt en salle, puisque des projections auront lieu au mois de juin au Vendôme et au Nova, et en juillet à Kinographe et à Piano Fabrique, en la présence de la réalisatrice Pauline Beny. Alors, ce 4e débat fait partie d'une série de débats organisés avec une série de partenaires. L'idée, c'était de demander à un certain nombre de partenaires de construire avec nous des contenus et de varier les approches en organisant donc une série de rencontres liées à cette thématique générale du travail, mais évidemment liées aussi à la thématique de la numérisation et de la numérisation dans le cadre du travail. Alors nous avons eu comme premier débat intitulé « Mon travail, mon enfer ». C'était lié à la présentation du film Shift. Il y a eu un 2e débat sur la numérisation de l'enseignement, un 3e débat sur la numérisation de la culture, ou plus exactement sur la question de la recommandation aujourd'hui qui est plus liée à l'algorithme. Il y aura le télétravail la semaine prochaine, et la semaine d'après, le dernier débat traitera de filmer le travail dans les conditions actuelles. Ce 4e débat, aujourd'hui donc, intitulé « Travailleuses et travailleurs de plateforme, la lutte pour les droits de l'économie numérique », est présenté par Anne Dufresne, qui est chercheuse donc à Gréséa, qui est un groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. Et je vais lui laisser le soin de présenter ces 3 invités pour discuter, débattre, partager sur cette thématique. Bonjour et merci. Merci pour cette invitation. Et donc, nous allons aborder la table ronde des travailleurs de plateforme, la lutte pour les droits dans l'économie numérique. J'ai une toute petite mise en perspective. Les plateformes, donc, on connaît surtout dans le grand public les plateformes telles que les GAFAM, hein. Mais donc, il faut savoir que de plus en plus, il y a une plateformisation qui s'étend et qui va s'étendre à de plus en plus de secteurs. Et aujourd'hui, on va ne traiter que des coursiers essentiellement. Alors, pourquoi les coursiers? Parce que justement, on parle de la lutte sociale, et qu'il y a 2 raisons pour lesquelles ce sont les coursiers qui sont les fers de lance de la lutte des travailleurs de plateforme. La première, c'est qu'ils sont visibles un peu partout dans les villes du monde entier, et donc ils sont très médiatisés. Et donc c'est eux qui ont vraiment pris l'action collective avec les chauffeurs Uber, évidemment. Donc ce sont les deux secteurs qui sont les fers de lance, comme je disais, donc de la lutte pour l'ensemble des travailleurs de plateforme, y compris donc les travailleurs du clic en Inde ou d'autres secteurs comme les nettoyeuses de plateformes qui se développent énormément. Donc, c'est pourquoi je pense important de mettre en perspective ce débat, non pas comme un débat uniquement sur les coursiers, mais bien sur l'ensemble des travailleurs de plateforme, puisque les coursiers dans tous les cas, les coursiers mobilisés dans les coordinations et dans les collectifs ont cet objectif politique de représenter non seulement les coursiers évidemment, mais les travailleurs de plateforme plus largement, et enfin les travailleurs précaires avec des emplois non standards. Donc ici, l'idée n'est pas de parler uniquement des travailleurs
coursiers, mais bien aussi des travailleurs avec ou sans emploi, avec ou sans papier, de la lutte de l'ensemble des travailleurs, qui finalement est touché par cette précarisation extrême qui touche coursiers et chauffeurs Uber. Donc, pour discuter de ces questions, je suis ravie d'avoir à mes côtés Anouar Seban, qui est coursier depuis 2016 pour plusieurs plateformes, Uber Eats, Deliveroo, mais aussi Uber Taxi. Tu pourras nous témoigner des conditions de travail que tu as pu vivre ces dernières années. Ensuite, Douglas. Bonsoir Anouar. Bonsoir. Bonsoir. Douglas Sépulcre, qui est ex-coursier Deliveroo. Deliveroo et Uber Eats aussi Juste Take It Easy. Et Deliveroo, voilà. Donc Take It Easy depuis 2016, 2013, 14, et ensuite Deliveroo. Et donc il a participé à toutes les luttes à l'époque, et on y reviendra. Et aujourd'hui, Douglas est donc coursier toujours, mais au sein de la coopérative Molenbeek à Bruxelles. Et enfin, Martin Willems, qui est représentant national de United. Bonsoir. Bonsoir. Qui est représentant national de United Freelancers, et donc qui est une division, une section, je ne sais pas comment tu l'appelles, une agence peut-être. Oui, on peut parler d'une nouvelle division. Voilà, une nouvelle division de la CSC. Et qui a donc suivi et accompagné la lutte des coursiers depuis le début. 2017. Voilà. Donc voilà. Là, aujourd'hui, j'ai quelques petites recommandations techniques qu'on m'a demandé de faire avant d'entrer dans le débat. N'hésitez pas à partager des commentaires ou des questions sur le Facebook si vous en avez. On essaiera d'y répondre avant la fin de la soirée. Autre chose, il y aura des projections d'extraits de Shift, qui est un film de Pauline Bunny, qui est dans sa version intégrale sur le site nofutur.net et que je vous conseille grandement. Et d'ailleurs, oui, Michel en a parlé auparavant avec toutes les projections qui auront lieu. Mais vous pouvez de toute façon le voir chez vous. On va commencer parce qu'on n'a qu'une heure pour pouvoir débattre de beaucoup de thématiques. L'idée serait de partir justement du témoignage d'Anouar sur les conditions de travail d'un coursier aujourd'hui à Bruxelles. Donc bonjour, tout d'abord je tiens à me présenter, donc je m'appelle Anouar. J'ai commencé avec Deliveroo, Uber Eats et j'ai eu pas mal de difficultés parce que les conditions de travail sont très difficiles, surtout quand il pleut et qu'il fait très froid ou quand il fait très chaud également. Je voulais aborder le sujet aussi par rapport aux rémunérations. J'ai également travaillé via Takeaway chez des restaurants. Et le souci des rémunérations, c'est que nous n'avions aucune stabilité. Ça veut dire qu'on peut finir le mois avec 0 € comme on peut finir le mois avec une certaine somme. Je voulais parler aussi également des protections sociales. Ce que je trouve pas juste dans ce travail, c'est que nous n'avions aucune protection sociale. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, tout est pour notre poire. Ça signifie que nous devrions payer nos frais d'hôpital. Nous devions, tout assumer. Déjà pour notre pension, on devrait nous-mêmes cotiser pour plus tard. On n'a aucune certitude. En ce qui correspond aux assurances, le souci chez Deliveroo, c'est qu'en P2P, nous ne sommes ni reconnus comme salariés, ni reconnus comme indépendants. Ce qui signifie que nous n'avions pas de numéro de TVA et que nous n'avions pas le droit de
travailler avec nos scooters ou nos véhicules qui sont, entre guillemets, privés et non pas professionnels. Donc j'ai aussi des soucis par rapport au travail. Donc Deliveroo m'a bloqué mon compte et je me retrouve là actuellement à devoir assumer l'assurance du véhicule car malheureusement je me retrouve sans argent et je ne veux pas finir à la rue parce que Deliveroo m'a laissé tomber du jour au lendemain. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Deliveroo veut que tous les coursiers deviennent indépendants pour ne pas devoir assumer et fuir leurs responsabilités. Donc, le souci également, c'est que voilà, on se retrouve sans rien et on peut pas aussi se plaindre auprès de Deliveroo parce qu'admettons, le client ne veut pas descendre voir le coursier. Les portes sont fermées. Nous ne pouvions pas laisser les commandes dans la rue n'importe comment. Il fait froid, n'importe qui peut prendre la commande. On ne sait pas à qui on a affaire. Et le coursier, le client oublie souvent qu'il a des clients. Et aussi, ce que je n'aime pas dans ce travail, c'est les attentes excessives et les trajets qui sont longs. Car certes, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et je trouve que 5 € par course, c'est la cata. C'est vraiment la cata. Et quand il pleut, on n'arrive pas à avoir accès à notre smartphone. On a les mains mouillées. On a froid. On peut glisser à tout moment. Et voilà, c'est très important de parler de certains sujets et il faut que les coursiers bougent. Oui, peut-être que tu nous parleras justement du collectif qui s'est recréé récemment, donc un peu plus tard, parce que tu disais il faut que les coursiers bougent. Donc nous avions mis en place un nouveau collectif qui s'appelle les coursiers en lutte, dans lequel nous déplorons la dignité et le respect des droits de chaque travailleur de plateforme. Et donc, je vous en parlerai dans quelques instants. Merci beaucoup, Anouar. Je vous en prie. Donc, justement, là, tu décris vraiment donc, la difficulté aussi du statut actuel et de toutes les conditions de travail qui vont avec. Alors, on va essayer de voir comment, en Belgique, il y a eu un tournant qui s'est produit justement entre octobre 2017 et janvier 2018. Donc, il y a le régime a changé puisque avant les coursiers Deliveroo étaient salariés auprès de la Smart et du jour au lendemain, la convention a été supprimée. Mais on va le voir dans un extrait du film Shift qui explicite ce moment, ce tournant, ce momentum important pour les coursiers en Belgique. Vous les croisez parfois à vélo avec leur coffre vert sur le dos. Les livreurs de repas à domicile de la société Deliveroo sont mal pris. Leur employeur vient de changer leur mode de rémunération. Fini en effet les contrats de travail. À partir du 31 janvier, ils ne seront plus payés qu'à la course. Les livreurs seront donc des indépendants. Une formule qui diminuerait drastiquement leurs revenus et leur protection en cas d'accident. À partir du mois de janvier, tous les coursiers de Deliveroo doivent changer de statut. Ils devront tous devenir indépendants car selon Deliveroo, ce nouveau système leur sera profitable. Nous estimons que le nouveau statut se prête beaucoup mieux au métier de livreur car il permet d'avoir plus de revenus, d'être plus flexible et de permettre aux livreurs d'organiser le travail autour de sa vie et non l'inverse. Grâce de nouveau à ce système d'assurance, qui plus est, ça leur permet de garder ce niveau de sécurité qu'ils méritent. Donc oui, nous estimons que le nouveau système est meilleur pour le livreur. On a appris par la presse qu'on serait tous forcés de passer sous statut indépendant. Deliveroo, Mathieu, n'a pas pris la peine de nous prévenir. On avait 3 mois avant le changement. L'ultimatum était fixé au 1er février 2018. J'étais dégoûté. Je me suis pointé au siège, j'ai questionné Mathieu et il m'a avoué qu'en effet tout était fini, qu'il comptait me prévenir. Il a essayé à nouveau de me rassurer. Il m'a dit que pour les coursiers comme moi, on trouverait des solutions. C'était violent.
on me changeait tous les paramètres. Je ne serais plus salarié, plus payé à l'heure, plus assuré pareil. Je n'aurais plus aucune garantie horaire. Je devrais payer un tas de cotisations sociales en tant qu'indépendant, que je travaille ou que je ne travaille pas. Je perdais tous mes droits. Et je n'avais pas le choix. J'étais vraiment dans une colère noire. J'ai commencé à me dire qu'il fallait se mobiliser. J'avais entendu parler du collectif des coursiers. Avant ça, je les prenais pas très au sérieux. Mais après cette annonce, je les ai rejoints. On a déjà fait fermer la zone XL lundi dernier et voilà, ça suffit. On n'est pas d'accord. Les collectifs coursiers en Belgique ne sont pas d'accord. Les coursiers qu'ils veulent sont invités à se connecter à la plateforme Deliveroo ce soir, mais sans prendre aucune commande. Nous sommes actuellement très occupés dans ce quartier, donc certains restaurants ne sont pas disponibles. Merci de réessayer dans quelques minutes. On a bloqué Deliveroo. Bonjour, je m'appelle Douglas, je suis membre du collectif des coursières et des coursiers. Alors on est en plein mouvement de lutte face à Deliveroo qui veut rompre tous nos contrats de travail et nous forcer d'ici le 31 janvier à tous devenir des indépendants et donc à ne plus être protégés par le droit du travail ni avoir de protection sociale et de payer à la tâche, à la course et non plus à l'heure. Alors pour ça, en dernier recours, on n'avait plus qu'une solution. Après les mouvements de grève, les manifestations, les négociations qu'on avait eues avec Deliveroo, la dernière solution était d'occuper les bureaux de Deliveroo pour les forcer à s'asseoir à table avec nous et à ne plus décider des choses unilatéralement comme ils le font jusqu'à maintenant. Alors du coup, ça fait depuis plus de 28 heures qu'on occupe les bureaux. On était 6 au départ parce qu'on ne pouvait pas être plus, sinon la police nous aurait délogés. Mais il y a constamment des relais qui viennent, des gens qui nous amènent à manger, à boire, qui viennent nous encourager. Voilà, on est revenu en janvier 2018. Donc, j'imagine que ça te rappelle les souvenirs vu que tu es à l'écran assez fréquemment. Et donc, l'idée serait de voir un petit peu comment à l'époque, comment s'est constitué le collectif et surtout comment cette montée en action, manifestation, grève et occupation a pu se faire à ce moment-là. Donc oui, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Donc c'est vrai que JB, qui est à l'affiche là dans ce film et dont on raconte l'histoire et son combat contre Deliveroo, a rejoint le collectif qui existait quand même un peu avant. Mais c'est vrai qu'il est monté en puissance ce collectif dès le moment où des gens comme JB, qui avait vraiment une grosse crédibilité comme coursier, qui était un des plus gros rouleurs, des gens comme lui nous ont rejoints. Et c'est surtout, ça correspond à un moment en fait qui est un moment de véritable crise pour beaucoup de coursières et de coursiers qui se voyaient à Deliveroo longtemps, qui avaient une situation assez stable, donc c'était pas du tout idéal, des contrats smart. Donc pour rappel, les coursiers travaillaient sous contrat de travail, mais pas auprès de Deliveroo comme employeur, mais auprès de Smart. Mais quoi qu'il en soit, c'était quand même meilleur que la situation qui est venue après. Mais donc des coursiers comme JB se sont retrouvés du jour au lendemain à peu près licenciés, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix en fait que de partir souvent, si c'était pour continuer à travailler dans des conditions pareilles. Et donc c'est là que le collectif s'est vraiment renforcé et donc on a commencé à mener des actions. Notre préoccupation à l'époque, je pense, c'était d'essayer de gagner une certaine légitimité face à Deliveroo. Donc Deliveroo ne nous considérait pas comme ses propres travailleurs, Deliveroo nous considérait comme des prestataires de services indépendants. Et donc l'objectif pour nous était d'arriver à se réunir en force collective et de dire voilà, on est un interlocuteur légitime pour discuter face à Deliveroo, pour donner notre opinion face à Deliveroo et pour faire en sorte que Deliveroo doive nous écouter en fait. Et donc pour ça, le plus important était de montrer à Deliveroo en fait qu'on était un interlocuteur légitime. Et donc pour ça, il fallait organiser des manifestations. Et c'est comme ça qu'on a commencé, donc en novembre 2017, donc avec Martin, qui était là aussi.
avec cette idée donc de se présenter comme des interlocuteurs légitimes. On a organisé une première manifestation, on a réussi à rassembler un gros nombre de coursiers, ce qui a fait peur à Deliveroo et qui a forcé Deliveroo à s'asseoir à la table de négociation avec nous. C'est important de dire qu'à l'époque, on avait élu nos représentants, nos porte-paroles qui allaient négocier avec Deliveroo, avec l'aide évidemment de gens comme Martin ou Philippe, qui avaient une certaine expertise aussi en matière de négociation et tout, parce que nous on était là, on débarquait, on ne connaissait pas trop ça, donc forcément il fallait qu'on soit soutenu, aidé par donc la CSC et la CNA. Ensuite, donc ça c'était la première phase, donc c'était en novembre-décembre 2017. On a réussi à commencer à entrer en table de négociation avec Deliveroo, mais puis on a dû un peu radicaliser le mouvement pour montrer aussi qu'on était sérieux et qu'on était prêt à faire ce que n'importe quel travailleur ou n'importe quelle travailleuse ferait quand ils sont organisés collectivement et qui veulent défendre leurs droits. C'est faire mal à Deliveroo. C'est montrer qu'à partir du moment où les livreurs ils arrêtent de rouler, la machine elle tourne plus, que ça s'arrête. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé, face à l'intransigeance de Deliveroo, on a lancé des premières grèves sur le mois de janvier 2018. C'était assez intéressant parce que du coup on pouvait renouer avec des techniques très traditionnelles de la grève, mais aussi en mettant des éléments un peu plus modernes et liés au fait qu'on travaillait avec un outil numérique. Et donc en fait, on donnait aux coursiers qui venaient en grève 3 possibilités de faire grève. La première, c'était de s'inscrire, de juste venir au rassemblement et de prendre aucun risque. La deuxième possibilité, c'était de s'inscrire, mais de ne pas honorer le shift. C'était un moindre risque. La troisième possibilité, c'était de s'inscrire, de ne pas honorer le shift, et en plus de ça, d'accepter les commandes et de les valider sans les avoir livrées, ce qui foutait un bordel pas possible dans l'application. Toujours face à ça, on se retrouvait face à un mur, en fait, face à Deliveroo. Et c'est là qu'on a lancé l'idée, en fait, qui était inspirée de ce qu'avaient fait des collègues français, le CLAP à Paris. On a décidé d'occuper les bureaux de Deliveroo. Ça a duré 48 heures. C'était des souvenirs mémorables qui nous ont permis d'entrer une dernière fois à la table des négociations. C'est là que Martin a été avec le médiateur. Peut-être tu peux parler de ça ou pas. Oui, donc Martin, justement, donc, on voit que le syndicat est entré en piste assez tôt. Et comment s'est fait ce lien avec le collectif, et aussi donc, comment ensuite s'est produit, a pu se réaliser cette négociation avec Deliveroo, quels résultats ça a pu donner, et aussi, si tu as le temps, de parler en 5 minutes de tout ça, des actions juridiques que tu as pu mener entre-temps. Mais tu peux aussi choisir ce qui te semble le plus important. Ce qui était important de dire d'abord, c'est que voilà, le syndicat n'a pas débarqué. Le syndicalisme ne s'implante pas de l'extérieur, donc c'est pas l'organisation syndicale qui décide un jour il faut qu'on aille soutenir ces travailleurs. Ce qui est important de souligner, c'est que la lutte est venue des travailleurs eux-mêmes, donc la génération d'un collectif, les travailleurs qui se rassemblent et qui eux-mêmes réagissent contre, en l'occurrence, des conditions de travail qui deviennent plus mauvaises. Quand on a vu ça, des contacts ont été faits. C'est souvent une question de personnes et d'opportunités de contact. Et puis, en effet, on a accompagné directement les luttes. Dès l'été 2017, dès le premier épisode difficile chez Deliveroo, qui est la délocalisation à Madagascar de leur call center, qui est pour l'ensemble des coursiers, le call center était un peu le seul lien humain qu'ils avaient avec l'entreprise, parce que c'est ces personnes-là qu'ils appelaient lorsqu'ils avaient un problème dans la livraison. Et donc, c'était rassurant de savoir qu'ils parlaient à des gens qui étaient à Bruxelles et pas des gens qui sont à Madagascar. Enfin, je ne vais pas dire tous les épisodes. Donc, oui, après, on a... Bon, le syndicat il vient évidemment avec ses moyens, et je crois que ça a été précieux. Ces moyens, c'est oui, une certaine expérience de la négociation, une certaine expérience de l'action collective, des contacts, que ce soit les plus prosaïques avec la police, mais aussi avec la presse, avec les administrations, avec les ministres, parce que au moment chaud, au moment où on l'a vu dans les extraits de presse, il y avait quand même un suivi important par l'opinion publique de la situation. On a été reçu par le cabinet du ministre de l'Emploi. Et on a, oui, essayé de négocier avec Deliveroo, mais ces négociations n'ont pas mené à un résultat satisfaisant à ce moment-là, parce que Deliveroo était vraiment,
pour moi, vraiment fixé dans son objectif de transformer les coursiers en des prestataires indépendants, pour n'avoir plus aucune responsabilité vis-à-vis d'eux. Bon, ensuite, il y a eu d'autres épisodes parce que malheureusement, les conditions de travail des coursiers n'ont fait que se dégrader. Il y a eu l'épisode du free login avec de nouvelles manifestations. Avec certains des coursiers, j'ai été à la commission relations de travail, donc pour essayer de poursuivre la lutte à d'autres endroits. Cette commission relations de travail, c'est une sorte de ruling social qui donne un avis et qui prend une décision sur le statut salarié ou indépendant. Et puisque toute la problématique tournait à ce moment-là un peu autour de ça, on a exposé 2 dossiers et la commission a confirmé que c'était des conditions de travail de salariés. Des décisions qui ont dérivé en procès, en affaires juridiques par après, parce qu'elles ont été directement contestées par les plateformes. Hein. Vous savez, leur stratégie, c'est assez simple, hein, c'est gagner du temps, donc faire durer au maximum et donc empêtrer les choses dans de longues procédures judiciaires. Voilà. Et on en est là pour l'instant, on a des procédures qui vont durer plusieurs années. Et l'État dans tout ça, donc quelles ont été les lois qui ont pu faciliter ou quelles sont les lois actuellement qui sont en place? L'État, jusqu'à présent, pour moi, il était assez absent, si ce n'est la création en 2016, mais ça c'était avant même que des plateformes comme Deliveroo soient très visibles, cette fameuse loi de Croo ou la loi de l'économie collaborative, ce que Anouar évoquait comme le système P2P, c'est l'appellation que donnent les plateformes. Ça c'est vraiment un régime de travail qui est vraiment exécrable, qui permet aux plateformes d'occuper des gens comme Anouar l'a dit, sans même qu'ils soient ni salariés ni indépendants, donc sans aucun statut social en fait. Ça crée énormément de problèmes. À part ça, c'est à ce stade surtout, et c'est ce qu'on voit dans les autres pays européens aussi, hein, d'abord la justice qui est interpellée et qui prend ses responsabilités, il faut le dire, même si la procédure judiciaire est une procédure longue. Actuellement, on peut espérer, parce que c'est dans le programme du gouvernement, dans l'accord gouvernemental, on peut espérer qu'il y ait bientôt une proposition qui soit faite par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des coursiers. Mais on ne sait pas encore du tout dans quel sens, ce sera une proposition ambitieuse ou pas, mais on sait qu'on y réfléchit. Oui, donc oui, ça peut-être qu'on y reviendra aussi dans la deuxième partie. Là, on va justement passer à cette deuxième partie. Là, la première était consacrée donc à toute la période depuis janvier 2018 et donc aux luttes que Douglas nous a décrites et à l'action syndicale, action directe, action juridique. Maintenant, on va essayer de mieux comprendre quel est le statut justement pour les travailleurs de plateforme et quelles revendications sont portées. Et on va essayer de comprendre cela par un extrait de Shift toujours qui montre avoir l'Assemblée européenne des coursiers, donc qui a eu lieu en octobre 2018 et où se sont rassemblés 60 collectifs de 12 pays avec des porte-paroles actifs dans tous les pays. Et donc là, ils se sont mis ensemble pour justement travailler à des revendications communes. Voilà, deuxième extrait. Ce procès, finalement, ça m'a bien réveillé. J'étais plus coursier depuis un moment, mais quand ça m'est tombé dessus, j'étais bien décidé à militer contre les dérives et les abus de l'économie de plateforme. En plus, ça bougeait partout en Europe. C'était motivant de savoir qu'on n'était pas seul. Et puis, en novembre 2018, on a créé la Fédération transnationale des coursiers à Bruxelles. For the freelancer fake work, it's a real freelancer fake work because, for example, Deliveroo puts shifts on you like you are an employee, but you are not an employee. And this thing that you can refuse shift is very tricky. So they use it in the court for their own advantage. But in reality, they use all this against us. And they treat us as entrepreneurs
but we are not entrepreneurs because they get all the money, we get only all the risk. That's all. Yeah, in Finland, Foodora cut the pay of its freelance riders, which was the culmination of a progressive worsening of working conditions. This fake freelancing is not only a problem of couriers, but it's a much wider social issue. And I think now we have kind of given the unions also a chance or a point of leverage where they can start to think more concretely about this issue. They have been following it, but now it's maybe time to act. En España, muchos trabajadores quieren ser autónomos, porque ser autónomos les da la libertad. ¿Pero la libertad de qué? Les da la libertad de poder trabajar 70, 80 horas semanales. Pero eso no creo que sea libertad. Es decir, la libertad para autoexplotarse no es libertad. Pero la cuestión es que si no trabajan 70, 80 horas semanales, no les da para comer. Ese es el problema. El problema es que necesiten trabajar tanto para poder llegar a final de mes. Está claro que se gana más siendo autónomo. Es decir, un autónomo gana más que un trabajador por cuenta ajena. Pero ¿cómo? Trabajando muchísimo. Es decir, trabajar 70 horas semanales para ganar 1.000 euros no es una locura. Es insane. Ça, c'est très important. On ne peut pas dissocier les deux, puisque ces économies de plateforme ne fonctionneraient pas de cette manière-là si les gouvernements ne l'autorisaient pas. Vous êtes belge, monsieur, français? Oui, enfin, je suis français, mais je travaille en Belgique et je suis Jean Bernard et je fais partie du collectif des coursiers belges, en fait. Du coup, attends, tu as vu les deux revendications qui ont été choisies? Non. Dis-moi. Salaire minimum horaire garanti. Ouais. Ça te va? Ouais, ah bah oui, évidemment. Bon. Et transparence des données. Ouais. Ouais, c'est parfait, ouais. Parfait. En 2017, 40 mobilisations ont eu lieu dans différents pays européens. Il y avait la volonté de se rencontrer et ce besoin de revendiquer ensemble à un niveau transnational. Car ces plateformes, elles, ne s'embarrassent pas des frontières. Non, les deux revendications, disons, qu'on pourrait sortir parmi cette charte, c'est le salaire horaire garanti et enfin la transparence des données. Les données, c'est le carburant, c'est le sang des plateformes. Chaque livreur, chaque coursier, chaque client, chaque restaurant apporte des données. Ces données sont censées être une donnée personnelle. Il faut que chacun, tous les gens que j'ai cités, que ce soit les clients, les commerçants ou les livreurs, aient accès à ces données. Il n'y a pas longtemps, un coursier fan de statistiques s'est amusé à analyser toutes ces courses, toutes ces livraisons. Il s'est aperçu que le tarif à la distance était calculé par rapport à une distance à vol d'oiseau. Alors qu'on est à vélo, on est à scooter, donc on fait évidemment tout un tas de virages. Donc c'est les premières incohérences qu'on commence à gratter sur cet algorithme qui fonctionne un peu bêtement. En fait, il nous prend pour des oiseaux, pour pas dire des pigeons. Voilà un extrait de l'Assemblée européenne des coursiers qui a eu lieu en octobre 2018 et où, donc, comme je le disais, il y a eu beaucoup de groupes de travail qui ont permis d'arriver à une charte commune de revendications. Ce qui était très intéressant, c'était de voir que parmi les porte-paroles des 12 pays présents, finalement, évidemment, toutes les revendications se recoupaient très fort et les deux revendications prioritaires qui sont énoncées dans l'extrait ici, c'était donc salaire minimum garanti et transparence de l'algorithme. Déjà en 2018, il y avait cette question de la création de droits numériques, c'est-à-dire au-delà de la défense des droits sociaux, il y avait cette idée focale de se dire qu'il va falloir aussi travailler sur cette transparence de l'algorithme puisque l'employeur est bien caché derrière cet algorithme et tout le système managérial y est inclus. Et donc
là, sur ces deux revendications qui sont ressorties ici, ne sont pas forcément celles qui sont aujourd'hui dans le collectif des coursiers en lutte en Belgique. Et donc là, je vais demander à Anouar de... Donc là, pour la deuxième partie, ce qu'on va voir, c'est à la fois quelles sont les revendications qui semblent prioritaires, mais aussi quel statut éventuellement pour les travailleurs de plateforme pourrait permettre justement d'atteindre ces revendications. Donc, Anouar, tu veux nous parler de ce qui se passe actuellement, ce qui est débattu dans le collectif des coursiers en lutte? En tout cas, ce que nous savons, c'est que chez ces applications multinationales telles que Deliveroo et Uber Eats, c'est qu'il y a beaucoup de sans-papiers et de mineurs qui sont surexploités du fait qu'ils ne peuvent pas activer leur compte. Et je trouve ça dommage pour les mineurs parce que normalement en Belgique, les jobs étudiants se font à l'âge de 16 ans. Et nous, les coursiers en lutte, nous revendiquons donc avoir un minimum garanti de l'heure, être payé pour le temps d'attente, une compensation pour les longues distances et les mauvaises conditions météorologiques, une assurance pour les dommages physiques, invalidité et vol, dommages de matériel. Le choix du statut, parce que voilà, nous avions que deux statuts, pardon. Nous avions que le P2P qui n'est ni reconnu comme salarié ni comme indépendant, donc c'est du noir. Et nous n'avions aucune protection sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc certains d'entre nous voudrions redevenir salariés. C'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a des personnes qui veulent rester avec l'activité du P2P, du peer-to-peer, donc l'économie du partage. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir une autre statut hybride tel que la Smart SN. Car la Smart SN, ce qui m'inquiétait, c'est je trouve que c'était un aspect un peu concurrentiel du fait que donc on devait réserver des créneaux. Le problème de réservation des créneaux, c'est qu'il fallait être le meilleur, le plus rapide. Et j'avais pas intérêt à ce que mon vélo me lâche. Parce que si mon vélo me lâche, je devais annuler des créneaux. Et je me retrouvais sans travail et donc sans argent. Et à cette époque-là, on ne pouvait pas travailler en voiture parce que la voiture pouvait souvent me sauver quand il pleuvait et dans des conditions difficiles. Nous avions mis en place beaucoup de structures. Donc la possibilité que les coursiers puissent nous rejoindre à la JOC. Donc il y a une salle de réunion dans laquelle ils peuvent prendre un café et discuter et admettons, lorsqu'ils sont loin d'un restaurant et qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller dans les OC, puissent se regrouper dans cet espace en commun. Voilà. Et oui, donc tu parlais au départ des sans-papiers qui sont de plus en plus nombreux dans la population des coursiers et des coursières. Et donc, est-ce qu'une de vos revendications apparaît comme étant la régularisation des sans-papiers Est-ce que ça apparaissait dans les débats du collectif, apparemment? Oui, la régularisation des sans-papiers est un point essentiel aussi par rapport au collectif des coursiers en lutte, puisqu'il y a des sans-papiers qui se retrouvent dans des logements insalubres, et ils se retrouvent à louer des comptes qui vaut jusqu'à 400 € le mois, et on sait que Deliveroo est une fonction qui est instable, dont la plupart des sans-papiers se retrouvent à devoir se retrouver sans rien, puisque la plupart des personnes qui louent leur compte se permettent de changer leur mot de passe et le code de leur banque et tout ça. Je comprends souvent certaines personnes qui louent leur compte parce qu'on n'oserait pas forcément louer notre compte à n'importe qui et pas tout le monde n'oserait se mettre en indépendant, vu des faits qu'il faut payer des cotisations énormes de 750 € par trimestre et qu'à la fin de l'année, l'État nous prélève. Je comprends, les taxes, c'est pour notre sécurité, c'est pour nos droits, mais une certaine somme de 5 à 50%, et c'est très difficile pour une personne qui n'a pas de stabilité. Parce que moi, franchement, avec ce travail, je n'oserais pas me prendre un appartement, je n'oserais pas réaliser une vie comme toute personne. J'aurais toujours peur de me retrouver à la rue. C'est le cas d'un des coursiers, donc c'était JP, je pense. Ouais, ok. Oui, donc là tu décris vraiment ce qui se passe
aujourd'hui dans le collectif des coursiers en lutte. Juste pour faire le lien avec ce que disait Douglas tout à l'heure, donc le premier collectif qui était né après la fin de la convention Smart, donc a perduré. Et puis là, il y a eu un regain récemment, et donc il s'est renommé. Avant, le collectif s'appelait Collectif des coursiers bruxellois, je crois. Et des coursières. Et des coursières bruxellois. Et aujourd'hui, et donc il s'est étendu ensuite, il a essayé de s'étendre à Liège et à Gand. Liège. Il y a eu à Liège. Il y a quand même une grève à Gand. Mais bon. et donc aujourd'hui, donc il y a ce renouveau avec le collectif des coursiers en lutte que vient de décrire Anouar. Donc oui, sur l'extrait que vous venez de voir, donc, et donc tous les questionnements autour et les critiques du statut d'indépendant, mais aussi sur les revendications qui sont prioritaires en tous les cas pour l'ensemble des pays européens. Donc Martin, quelle est ta vision de cette... en tant que syndicaliste justement qui aujourd'hui défend les indépendants, mais d'une certaine manière, qui a créé ce United Freelancers, donc comment peux-tu travailler sur cette histoire de statut ? Bon, d'abord, on n'est pas focalisé sur un statut plutôt qu'un autre. Un travailleur peut être indépendant si c'est son choix et s'il est vraiment indépendant. C'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas être défendus. C'est bien pour ça qu'on a créé dans la CSC United Freelancers pour étendre le travail syndical aussi aux travailleurs qui veulent rester indépendants, mais néanmoins doivent être défendus vis-à-vis des autres parties plus fortes souvent avec lesquelles ils doivent travailler. Maintenant, en ce qui concerne les coursiers, on a vu des débats dans l'extrait. Anouar l'a évoqué aussi. Certains veulent être indépendants, d'autres veulent être salariés. Je crois qu'il ne faut pas voir les choses dans cette perspective. En fait, le statut, ce n'est pas une question de choix. On ne choisit pas... Alors, on peut vouloir être indépendant si les conditions de travail s'y prêtent. Or, aujourd'hui, quand on regarde la manière dont fonctionnent les plateformes, celles auxquelles on s'intéresse, Deliveroo, Uber Eats, elles contrôlent constamment et très fortement le coursier. Il n'a aucune liberté. Il n'a rien à planifier, il n'a rien à organiser. On lui dit pas à pas ce qu'il doit faire, étape par étape. Et donc, le constat des experts, des juristes, de l'auditorat du travail est le même. Dans ces conditions-là, qui sont celles qui sont choisies et imposées par la plateforme, il n'y a pas à discuter. À ce moment-là, le travailleur doit être salarié. Et il se fait que ce statut répondrait à l'essentiel des revendications des coursiers, puisque le salarié est payé à l'heure et donc fatalement au minimum au salaire applicable dans le secteur. Donc il y a un minimum horaire, ce qui n'empêche pas la plateforme, si elle veut, de donner des primes à ceux qui font le plus de courses en plus. Mais au moins, il y a un minimum horaire. Et donc, comme le dit Anouar, il faut attendre longtemps. Quand les conditions climatiques sont difficiles, lorsqu'on a un accident, on est quand même payé. Ensuite, il y aurait un dialogue social qui serait institué suivant la loi dans les entreprises, là où il y a des travailleurs salariés. Il serait couvert en accident du travail. Anouar ne l'a pas dit, mais il parle souvent des équipements déficients qu'utilisent les coursiers. Et donc, une obligation aussi de l'employeur, quand il a des travailleurs salariés, c'est de leur fournir le matériel nécessaire pour exécuter leur travail. Et donc, en l'occurrence, le moyen de locomotion. C'est important parce que quand on voit l'état des scooters avec lesquels certains coursiers se déplacent, c'est extrêmement, extrêmement préoccupant. Il faut en tout cas certainement supprimer, pour moi, il n'y a pas d'autre solution, il faut supprimer ce régime de l'économie collaborative qu'a instauré la loi de Croo en 2016, parce qu'il mène à d'énormes dérives. Et ce dont on parle peu, c'est de ce qui se passe après la vie de coursier, parce que malheureusement, on est en moyenne coursier très peu de temps, hein, la moyenne est de 4 mois. Mais aujourd'hui, je m'occupe souvent de gens qui ont été coursiers en 2018, en 2019, et qui ont encore aujourd'hui des problèmes, notamment avec l'administration fiscale, hein, qui les suit avec acharnement,
parce que ce régime de l'économie collaborative est soumis à de nombreuses conditions. Et en fait, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ça retombe sur le dos du coursier. Et à ce moment-là, quand on interpelle la plateforme pour dire « oui, mais vous êtes responsable, vous l'avez fait », là, il n'y a plus personne. Et c'est toujours le coursier qui paye les pots cassés, parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans après les faits. Un coursier qui est déjà quelqu'un souvent précaire, et qui est en fait plongé par ces systèmes et par ces modes d'exploitation encore plus dans la précarité. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Martin, moi je pense que c'est important qu'on en parle de cette loi de Creux sur l'économie collaborative, parce que c'est quand même dingue. Tu te rappelles quand moi je travaillais pour Deliveroo, qu'on menait avec toi le combat justement pour s'assurer que les contrats smart soient pas rompus. La situation c'était quoi? C'était des coursiers qui travaillaient pour Deliveroo, mais du coup qui cotisaient, payaient des cotisations sociales, étaient d'une certaine manière protégés par le droit du travail, avaient une assurance en cas d'accident de travail et surtout cotisaient. Et puis l'État s'est lui-même foutu une balle dans le pied en instituant cette loi, en donnant l'agrément à Deliveroo. Et maintenant, on en est où? En fait, ils ont juste légitimé le travail en noir. Maintenant, on est dans une situation où il y a des milliers de personnes qui roulent en Belgique sans statut, en payant soit pas de cotisation, mais 10% d'impôts, mais c'est rien. Et surtout, ça a donné lieu à une sorte de mafia d'échange de comptes, parce que les gens donc, peuvent travailler jusqu'à un certain montant, peuvent gagner 6 000 € par an, mais évidemment, personne ne va s'arrêter à 6 000 €. Soit ils continuent en leur nom propre et ils s'exposent, comme Martin l'a dit, à d'énormes risques d'être qualifiés en indépendant et de devoir payer des grosses cotisations sociales. Mais dans la plupart des cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent juste un autre compte, ou alors qu'ils louent un compte. Pour le moment, s'acheter un compte Deliveroo sur lequel on peut gagner 6 000 €, tu me diras, Anouar, si je me trompe, je pense que c'est 1 000 € le prix. Donc c'est une folie. Et ça, le plus dingue, c'est que c'est l'État, quoi. C'est l'État qui a mis en place un système de travail au noir duquel profitent des multinationales comme Uber et Deliveroo. Mais donc on est parti d'une situation qu'on raconte avec le combat de JB où des gens travaillaient sous contrat de travail, étaient salariés, payaient des cotisations, et puis le gouvernement a décidé de foutre tout ça en l'air et s'est dit bah non, mettons en place un système de travail au noir, mais promu par l'État. Oui, et ce que tu dis là n'est pas propre à la Belgique, parce que justement, pour le moment, on est quand même... Si on regarde ce qui s'est passé en Californie, bon là, c'est évidemment une caricature extrême, où Uber a écrit sa loi au sens propre, directement, sans passer par l'intermédiaire d'un gouvernement. Mais ensuite, justement, ce qui risque de se produire aujourd'hui, c'est que Uber écrit des livres blancs pour tous les pays en Europe aujourd'hui et influence les futures lois nationales. Sachant qu'il y a une directive européenne qui est en cours et qui va donc voir le jour à la fin de l'année. Donc, ce qui est très dangereux par rapport à ce que tu viens de dire là, que l'État a finalement légalisé le travail au noir, c'est que c'est finalement une dynamique qui pourrait être européenne et qui, disons que l'influence de la loi Uber, c'est-à-dire de la proposition 22 qui a été adoptée en Californie, pourra se retrouver dans tous les pays, dans les 28 pays, éventuellement par l'intermédiaire d'une directive. C'est-à-dire que pour le moment, on est dans la légalisation, on est dans un processus progressif de légalisation de pratiques hors la loi de ces plateformes. Donc c'est vrai que c'est très inquiétant en termes pour ce qui est du processus démocratique, en tous les cas. Mais pour revenir à... Justement, là, on était sur tout ce qui est revendication statut, mais tu as été déconnecté, tu es devenu travailleur de coopérative. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, là, puisqu'on n'a plus énormément de temps, c'est aussi de parler de cet autre modèle, cette autre forme, cette autre plateformisation. Et quels sont donc les modes Comment vous êtes employé dans cette coopérative Molenbeek et autre chose. Est-ce que vous êtes sur le même créneau que les plateformes de la food tech? Donc dans tout ça, il y a un truc très positif avec l'ubérisation, je pense. Un seul truc, c'est qu'ils ont réussi à mettre en lumière à quel point les investisseurs, les capitalistes, ceux qui détiennent les entreprises, ils foutent rien. Parce que une plateforme comme Uber ou comme Deliveroo, c'est
l'exemple même, la caricature du capitalisme. C'est une plateforme qui fait travailler des coursiers, des restaurateurs, et eux, ils prennent juste une commission. Et donc, c'est pas un hasard si beaucoup de travailleurs ubérisés se sont mis à développer des coopératives, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte, ils sont quoi, cette plateforme, sinon des gens qui ne produisent aucune valeur, mais font que prendre, que se servir sur ce qu'ont fait les travailleurs. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai rejoint une coopérative qui a été fondée par plusieurs personnes il y a 4 ans. Ça s'appelle Molenbike. Donc, c'est une coopérative de coursiers à vélo qui opère à Bruxelles. Et la grande différence, c'est que dans cette coopérative, déjà, on travaille sous contrat de travail. Donc, pour le moment, des contrats smart, mais on aimerait bien se faire des CDI pour bientôt. Mais à côté de ça, c'est aussi une coopérative où les travailleurs sont au centre du projet, tout est décidé collectivement, démocratiquement, et surtout, il n'y a pas d'investisseur privé qui se fait du pognon sur notre dos. Et là, c'est vraiment intéressant de le dire parce que du coup, nous, on est dans une fédération internationale qui s'appelle CoopCycle et qui rassemble donc des coopératives de livraison à vélo surtout en Europe, mais maintenant en Amérique latine aussi, on est en train de s'étendre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on discute avec des collègues de ces coopératives et tout, c'est que beaucoup, en fait, ils viennent du milieu de la food tech, justement. Beaucoup ont travaillé pour Uber Eats, pour Deliveroo, pour Take It Easy à l'époque. Et c'est là, en fait, qu'ils ont eu cette prise de conscience souvent du fait que, quitte à travailler pour quelqu'un qui ne fait rien mais qui prend tout, autant juste s'organiser collectivement et entre travailleurs, détenir une entreprise, en fait. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Alors non, nous, à Molenbike, pour le moment, on n'est pas dans le secteur de la food tech au même sens que genre Deliveroo, Uber Eats, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la livraison instantanée de plats de resto à domicile. On est sur un autre créneau, mais on a des collègues d'autres coopératives en Europe qui sont là-dessus et qui ont vraiment cette ambition d'aller sur le marché de Deliveroo, sur le marché d'Uber Eats et de les concurrencer. Voilà. Merci pour cette ouverture importante sur cet autre type de plateformisation. On pourrait aussi s'interroger sur le fait de réellement abandonner ce type de secteur, parce qu'on est toujours sur la réglementation finalement de ces nouveaux secteurs, mais il y a aussi le questionnement de la vraie utilité du secteur en tant que tel. Mais bon, là, on n'abordera pas ça aujourd'hui. Il y a une question qui nous vient donc de Facebook. On me demande d'y répondre. On n'a plus beaucoup de temps. Alors, cela veut-il dire que les coursiers P2P ont plus de liberté que ce que les coursiers Smart avaient? Donc, c'est une question qui porte sur justement... de nouveau cette histoire de statut P2P. Et tout à l'heure, Martin a clairement évoqué les dangers de ce statut. Les coursiers en régime P2P n'ont pas plus de liberté que ceux qui travaillaient via Smart ou ceux qui sont indépendants. Hein, non, pas du tout. D'ailleurs, les conditions de travail sont exactement les mêmes. Ce n'est pas Les conditions de travail sont fixées par la plateforme et actuellement, elle laisse le choix aux coursiers de travailler soit en P2P, soit sous statut indépendant. Et avant, ça se faisait via des contrats smart. Mais on ne peut pas dire qu'il y a plus de liberté dans un système plutôt que l'autre. Okay. Il y a un truc, et c'est très fourbe, alors ça dépend comment on définit la liberté. Je trouve qu'il y a une intervention qui était très intéressante dans le documentaire. C'est que, théoriquement, il y a un élément qui change depuis que c'est plus par des contrats smart que travaillent les livreurs. Ils ont certains droits, comme le fait d'accepter ou refuser une commande, ou comme le fait de ne plus honorer des horaires de travail, mais de s'inscrire en, comme on appelle ça, les free login, c'est ça ? Donc, de se connecter quand ils le veulent pour travailler. Mais est-ce que c'est ça la liberté, en fait ? Est-ce que la liberté, c'est forcément d'avoir le droit de refuser ou d'accepter une commande ? Ben non, parce qu'en fait, si on veut travailler, si on veut remplir son frigo, si on veut payer le loyer, on n'a pas la liberté de juste accepter des commandes quand on travaille. Parce qu'alors, on ne travaille pas et on n'a pas de revenus. Est-ce qu'ils ont réellement la liberté, les coursières et les coursiers, de se connecter quand ils le veulent ? Ben non, en fait. Oui, ils ont le droit, s'ils veulent, d'allumer leur téléphone à 5h du matin et de se connecter, mais ils n'auront pas de commande. Et donc, dans la réalité, en fait, ils dépendent
de la demande, et donc ils vont se connecter à certains horaires précis lors desquels ils sauront qu'ils auront plus de commandes, c'est-à-dire entre 18h et 21h le soir, entre 11h et 14h à midi. Donc je veux dire, théoriquement, il y a certaines choses qui changent dans l'application entre le système Smart d'avant et le système P2, P2 maintenant, mais ce serait faux de dire que tout ça amène plus de liberté. Je voulais juste te dire, parce que c'est un élément important, les plateformes disent toujours, c'est leur grand argument, les coursiers sont indépendants parce qu'ils travaillent quand ils veulent. En fait, il faut bien comprendre que ça, c'est la foutaise totale. C'est vrai que les coursiers peuvent se connecter quand ils veulent, avec la restriction que tu mentionnes, que ça ne sert à rien de se connecter à certaines heures. Donc, mais ok, ils peuvent se connecter quand ils veulent. Mais se connecter, ça ne veut pas dire travailler. Ça veut dire quoi travailler dans l'esprit des gens? Ça veut dire faire quelque chose et gagner de l'argent. Or, quand on se connecte, on ne gagne pas de l'argent. On ne gagne de l'argent que lorsque la plateforme décide de t'envoyer une commande. Et que tu l'acceptes. Et tu peux te connecter et attendre de longues minutes, parfois des heures, avant d'avoir une commande. Donc, ok, tu te connectes quand tu veux, mais ce n'est pas pour ça que tu gagnes de l'argent. Donc, cette idée, les gens travaillent quand ils veulent, c'est de la pure foutaise. D'où l'importance de la revendication sur la tarification du temps d'attente. Voilà. Ouais. Du coup, Anouar voulait aussi répondre à cette question. Donc, pour commencer, je voulais d'abord répondre à la question de Douglas qui m'a demandé quel était le maximum qu'on pouvait faire à l'année. Donc, on a le droit à faire maximum 6 340 € l'année. Donc, la question que moi je me pose, c'est comment se fait-il qu'une multinationale qui brasse des millions par an et qui profite de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent, comment se fait-il que cette société peut nous prélever 10% à nous qui on n'en s'en sort pas? Et comment ça se fait que même les restaurants et les clients ne peuvent pas se plaindre parce c'est comme Casper, quoi. Il est gentil, tout est beau, tout est rose, mais on ne peut pas se plaindre. Comment se fait-il qu'ils peuvent se permettre de prélever entre 30 à 35% du restaurant et 25% de chez les chauffeurs? Et la question est, comment arrive-t-il à faire du chantage à certains coursiers en leur disant que nous ne nous en sortons pas, nous ne pouvons pas vous prélever de salaire, or que ces sociétés, nous le savons très bien, ne cotisent rien du tout. Ils ne payent pas de véhicules, ils ne payent pas d'assurance. En gros, c'est nous qui assumons tout. Je pense que ces plateformes devraient assumer et porter le caleçon, parce que c'est nous qui assumons. Oui, tu dis aussi, tu dis sous une autre forme ce que disait le néerlandais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous portez tous les risques et eux gagnent l'argent, peut-être pas encore, parce que c'est pas toujours très rentable, mais en tous les cas cherchent à devenir des monopoles dans leur secteur. Oui. C'est l'algorithme et la pression aussi. Et justement, tu parles d'algorithme et peut-être pour une toute dernière question, parce qu'on arrive à la fin, il y a la défense des droits sociaux. On a surtout parlé de ça aujourd'hui autour de cette table, mais il y a aussi la création de droits numériques et en l'occurrence, une des revendications qui tourne beaucoup en Europe, et c'est la négociation entre syndicats et employeurs de cet algorithme. Et donc tu parles justement de cette nécessité, puisque tu dis cet algorithme fait pression sur nous en permanence, et donc en effet il y a besoin d'une défense collective. Est-ce que le syndicat belge a déjà travaillé autour de cette question? Je confirme que cette question est fondamentale, parce que l'algorithme, c'est quoi finalement? C'est la robotisation du management. C'est le management qui n'est plus une personne, mais qui est un algorithme, un software, n'importe quoi. Mais on sait qu'un management peut être violent, un management peut être harcelant, un management peut être discriminatoire, et il y a des lois qui protègent contre ça. Mais que dire lorsque c'est un algorithme qui a ce comportement? Et donc, par exemple, la justice italienne a déterminé que l'algorithme c'était Deliveroo, oui, c'était Frank, le nom de l'algorithme de Deliveroo, il porte un nom, c'était un robot, mais il porte un nom, avait été programmé pour être discriminatoire. Donc, ça montre bien que cette transparence de l'algorithme est essentielle, et je salue la nouvelle loi espagnole qui à la fois traite uniquement pour les livreurs de la question du statut, puisqu'elle crée une présomption de salariat, mais
aussi pour l'ensemble des plateformes, oblige à ce que les algorithmes soient transparents, soient visibles, que ce soit pour l'inspection, que ce soit pour les syndicats, dans tout ce en quoi elles peuvent impacter les conditions de travail, et d'embauche, et de licenciement des travailleurs. Cette loi espagnole est vraiment importante comme modèle, même si apparemment les syndicats espagnols eux-mêmes la critiquent beaucoup, et puisqu'elle a été rabotée à son minimum. Et là, par les employeurs, par les plateformes, par l'association de plateformes qui s'est mise en place. Et ce qu'on voit aussi comme tendance qui peut paraître un peu dangereuse en Europe, c'est la mise en place de la sous-traitance, en fait, puisque il serait possible d'arriver justement à ce que les plateformes négocient avec fassent en sorte que finalement on arrive de nouveau à un système de sous-traitance par des faux intermédiaires. Autre chose, autre tendance aussi, c'est les syndicats jaunes qui se développent en Italie, en Espagne maintenant, pour signer des accords, des conventions collectives dans le secteur qui sont à l'initiative des plateformes elles-mêmes. Ça s'est passé en Italie et c'est en train de se passer en Espagne. Donc là, on voit à quel point justement la puissance de ces plateformes que tu mentionnais. Donc tu dis comment est-ce possible ? Ben oui, en effet, c'est une puissance politique importante qui est en place et qui va jusqu'à donc créer de nouveaux interlocuteurs pour pouvoir mettre en place à la fois des conventions collectives ou des lois selon les pays. Donc voilà, il me semble qu'aujourd'hui le débat est important. Donc là, on va bientôt arriver à la fin. Le calendrier politique va faire en sorte que ce débat qu'on a eu ce soir, à mon avis, continue à vivre, puisque on va arriver à un questionnement justement pays par pays sur quelle loi pour ces travailleurs de plateforme, étant donné que la directive impose ce débat. Alors, je dirais que pour le moment, on n'a pas encore le texte, on l'aura en septembre. Et ce qu'il faut voir, c'est que comme perspective de lutte, en tous les cas, et de regroupement des travailleurs de plateforme, en fin septembre, il y aura un forum social qui va avoir lieu à Bruxelles, avec de nouveau donc, une rencontre entre tous les riders et chauffeurs Uber et les travailleurs de plateforme plus largement si possible, justement pour faire pression sur la Commission européenne pour éviter qu'elle ne légifère dans un sens qui soit celui plutôt d'Uber que des coursiers ou des chauffeurs. Donc là, il me semble que ce calendrier politique amène à penser, justement à travailler sur ces questions de création de droits numériques et de défense des droits sociaux parallèlement. Donc, peut-être que vous avez envie de dire un petit mot de la fin. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'encourage tous les coursiers et coursières à défendre leurs droits et à manifester, parce que c'est une chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Je pense qu'on ne doit pas se laisser faire et il faut bouger, parce qu'à force de se taire, les plateformes se permettent de profiter. Et une question que je pose à tous les coursiers et coursières: combien de dents et d'accidents allons-nous compter pour que ces plateformes bougent? Parce que si nous arrive un accident, c'est le cas de JP, les plateformes nous bloquent et on ne peut pas se défendre. Ils nous laisseront comme ça. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Anouar dit, et au-delà de ça, je pense que c'est quelque chose de l'ubérisation auquel toute la société, donc tout le monde doit être attentif, et pas seulement les travailleurs ubérisés, parce que l'ubérisation c'est vraiment genre la forme pour le moment la plus aboutie de la précarisation du monde du travail et de l'atomisation des travailleurs, du transfert de tous les risques vers le travailleur
c'est vraiment la forme la plus aboutie de la précarisation du monde du travail et de la destruction aussi de tous les acquis sociaux qu'on a et qu'on a très durement gagnés. Enfin, je dis on, mais nos grands-parents et arrière-grands-parents. Donc j'encourage tout le monde à se battre aussi, même pas seulement les travailleurs ubérisés. Je dirais que c'est un combat essentiel parce que ce mouvement des plateformes qui ne veulent plus prendre la responsabilité d'être l'employeur, on le retrouve, même si les plateformes sont très visibles, il ne faut pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on retrouve ce mécanisme maintenant dans tous les secteurs et même dans les métiers les plus traditionnels. Ce qu'on appelle les faux indépendants, ça existe partout. Si certains gouvernements, si un jour l'Europe faisait des lois comme avec la loi de Croo, ils ont commencé à le faire, des lois spéciales pour les plateformes, et il ne faudra pas s'étonner si l'ensemble de l'économie passe sur le mode plateforme, parce qu'en fait, plateforme, c'est jamais qu'une technologie. Vous savez, l'email, c'était nouveau il y a 30 ans, maintenant tout le monde l'utilise, et toutes les entreprises vont se transformer en plateforme. C'est déjà le cas dans le commerce, ça se fait de plus en plus dans le soin aux personnes. Donc ce n'est pas qu'une question de livraison. Si on ne met pas le haut là maintenant, ça va essaimer dans l'ensemble du monde du travail. Oui, en effet, cette généralisation, plateformisation est très dangereuse. Et voilà, pour terminer, parce que là, vous avez fait un panorama très alarmant et c'est tout à fait justifié. Moi, je voulais terminer sur une petite victoire pour quand même donner un peu d'espoir dans ce monde des plateformes. Il y a eu en Italie dernièrement une grève qui a vraiment très très bien fonctionné le 26 mars dernier, qui a réuni des collectifs et syndicats de 30 villes en Italie à l'appel de la CGIL. Donc c'est à la fois une victoire parce qu'on est passé de lutte locale à une lutte nationale, mais aussi il y a eu un lien très fort qui s'est constitué entre les collectifs et la CGIL. Pour la première fois en Italie, le syndicat officiel, disons, a appelé à une grève nationale et ça a relativement bien fonctionné. Donc voilà, on peut se dire qu'il y a aussi des endroits où ça marche. L'idée étant d'aller vers ce que demandait cette grève, c'était aussi de pouvoir revendiquer l'accès des coursiers à l'accord collectif sectoriel de la logistique. Et donc ça, je pense que c'est aussi une vision importante de se dire que les secteurs ne sont pas morts et que finalement les coursiers peuvent aussi utiliser partout en Europe des conventions collectives qui seraient celles de la logistique, comme le demandent les Italiens aujourd'hui. Voilà quelques pistes de réflexion. Et un dernier levier important, évidemment, celui de l'Europe et de l'international. Je parlais du Forum social européen qui aura lieu fin septembre, des travailleurs de plateforme, mais il y a aussi une autre coordination internationale qui s'est mise en place, qui est intéressante comme levier politique sur ces questions, c'est Alianza Unidos World Action, qui a été mise en place à l'initiative des coursiers latino-américains et chauffeurs. Et donc, elle a mené des actions internationales, elle a déjà 6 grèves internationales à son actif. Suite à la pandémie, il y a eu vraiment une accélération de ce mouvement et une coordination de plus en plus importante entre surtout au niveau du continent américain, mais qui se relie maintenant à l'Europe, en particulier avec justement la perspective de cette directive européenne. Parce que les Américains, qu'ils soient du Nord ou du Sud, ne souhaitent pas aimeraient que l'Europe puisse avoir un standard par sa directive européenne, un standard de normes d'emploi des travailleurs de plateforme qui les sauve de la proposition 22 californienne. Donc il y a tout ce bouillonnement aussi dans la coordination internationale autour des travailleurs de plateforme qui peut mener à des actions et en espérant que ça puisse faire pression sur ces fameuses
ces géants de la food tech. Voilà, donc merci à tous et merci pour ce débat riche de chacune de vos interventions. Et j'avais encore, je pense, une prochaine soirée à signaler mardi prochain, dans la série de ces soirées débats. Il y aura donc une soirée sur le télétravail avec l'agence Alter. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.